Imaginez un peu, un livre si puissant qu'il ne se contente pas de raconter une histoire, mais qu'il cherche carrément à changer le cours de l'histoire. En 1829, Victor Hugo n'a pas juste écrit un roman, non, il a forgé une arme littéraire pensée pour frapper les esprits et démanteler la guillotine pièce par pièce. Et ça commence fort, très fort. Oubliez les longues introductions, les mises en contexte, le livre s'ouvre avec ces 3 mots, aussi nets, aussi brutaux que la chute du couperet, condamné à mort. Pas de nom, pas de crime. On est jeté directement dans la cellule et surtout dans la tête d'un homme qui vient d'apprendre que sa vie est finie. Et c'est là qu'est le coup de génie. Ce n'est pas une histoire qu'on nous raconte de l'extérieur, non. C'est un journal intime. Hugo nous force à vivre non pas le récit d'une vie, mais le compte à rebours vers la mort. Heure par heure, pensée par pensée. C'est une immersion totale et absolument terrifiante. Alors, allons-y, plongeons dans cet esprit. On va voir de plus près comment Hugo construit cette mécanique infernale, cette horreur psychologique qui se joue non pas dans les faits, mais bien à l'intérieur d'une conscience. Vous savez, d'habitude, dans un roman, on veut savoir ce qui va arriver à la fin. Eh bien là, Hugo fait tout le contraire. Dès la toute première page, on connaît le dénouement. Il va mourir. C'est une certitude. Et tout le paradoxe, il est là. On pourrait se dire, mais s'il n'y a pas de surprise, où est le suspense ? Eh bien c'est justement en répondant à cette question qu'on touche au cœur du génie de Hugo. En fait, ce que fait Hugo, c'est qu'il déplace complètement le suspense. La question, ce n'est plus s'il va mourir, mais comment on vit l'attente de la mort. Chaque page est un plongeon dans l'angoisse, dans les derniers espoirs fous, dans le désespoir d'un homme qui sait que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire. Et Hugo ne nous épargne rien, mais alors rien du tout. On sent la grisaille des murs, le froid du cachot. Et puis il y a cette scène absolument déchirante de la visite de sa petite fille, son dernier lien avec le monde. Et là, c'est le coup de grâce. Elle ne le reconnaît pas. Elle l'appelle monsieur. À ce moment précis, l'empathie est totale. La condamnation devient insupportable. Mais attention, un livre comme ça, une telle rage, ça ne sort pas de nulle part. Pour vraiment comprendre la force de ce texte, il faut s'intéresser à l'homme derrière la plume, à Victor Hugo lui-même. Il faut comprendre d'où vient cette obsession de combattre la peine de mort. Chez Hugo, ce combat n'est pas juste une idée, c'est quelque chose de viscéral. Ça vient de ce qu'il a vu. Jeune, en Espagne, il assiste à une exécution par le garrot, une méthode atroce. À Paris, il est hanté par le spectacle public de la guillotine. Chaque exécution renforce sa conviction, jusqu'au point où écrire ce livre devient pour lui une nécessité absolue. Face à cette horreur, il aurait pu écrire un essai, un traité juridique bien argumenté, mais non. Son arme, ce sera le roman. Et ce choix, loin d'être anodin, est en fait une stratégie redoutable. Parce que Hugo a compris quelque chose de fondamental. Les arguments, la logique, ça ne suffit pas pour abolir une pratique barbare. Pour vraiment changer les mentalités, il faut aller chercher les gens aux tripes. Un essai, ça parle à la tête. Un roman, ça retourne le cœur. Et c'est le cœur qu'il visait. Et il va encore plus loin avec une autre idée de génie. Son personnage est anonyme. Qui est-il ? Qu'a-t-il fait ? On n'en saura jamais rien. Et ça change tout. Parce que du coup, impossible de le juger, de se dire « oh, il l'a bien mérité ». Non, il devient juste un homme. Et ce qu'on juge, ce n'est plus l'homme, c'est la peine de mort elle-même. Brillant. Donc étape 1, toucher les cœurs. Réussi. Maintenant, étape 2, convaincre les esprits. Quelques années après, Hugo ajoute une préface à son roman. Et là, ce n'est plus de la fiction. C'est un véritable réquisitoire où il attaque, de front, tous les arguments en faveur de la peine capitale. Sa méthode est chirurgicale. Il prend les arguments de ses adversaires un par un et il les pulvérise. L'argument de la sécurité ? Balayé. La prison à perpétuité suffit, dit-il. L'argument de la vengeance ? Ce n'est pas le rôle de la justice. Mais là où il frappe le plus fort, c'est sur le fameux argument de l'exemple. Pour lui, non seulement ça ne marche pas, mais c'est même totalement contre-productif. Et pour le prouver, il raconte cette anecdote, bien réelle et assez choquante. Imaginez, on est en plein Mardi Gras, une exécution vient d'avoir lieu pour faire un exemple, et que se passe-t-il ? Des gens masqués viennent faire la fête et danser autour de la guillotine encore chaude. Franchement, comme effet dissuasif, on a vu mieux, non ? Bon, mais alors, tout ça, au final, est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose ? Est-ce que ce cri poussé en 1829 a été entendu ? La réponse est oui. Un immense oui. Mais il a fallu être patient. Très, très patient. On fait un bond dans le temps, un grand bond de plus d'un siècle et demi. Le long combat de Victor Hugo arrive enfin à son terme, et tout se cristallise autour d'une seule date, 1981. 1980, c'est l'année où la France abolit la peine de mort. Le point final d'une bataille lancée 152 ans plus tôt.
La petite graine que Hugo avait plantée avec son roman avait enfin germé pour de bon. Pour devenir la loi. Et l'onde de choc de ce livre se propage encore. Robert Badinter, le ministre qui a porté la loi en France, a lui-même reconnu sa dette immense envers Hugo. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas un vieux livre qui prend la poussière. C'est un texte étudié, un outil utilisé par des ONG comme Amnesty International. Une arme toujours aussi affûtée dans le combat pour la dignité humaine. Finalement, Hugo nous laisse avec cette question, d'une modernité mais alors stupéfiante. Il ne se contente pas de critiquer, il nous met au défi de tout repenser. Et si le crime n'était pas un mal à punir, mais plutôt une maladie de la société qu'il faudrait chercher à guérir? C'est une pensée radicale qui, près de 2 siècles plus tard, nous force encore à nous demander ce que signifie vraiment le mot justice.